Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, est écrivain, philosophe. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Michel Onfray. Bonjour. Bâtir des compromis nouveaux dans le dialogue, l'écoute et le respect, ce sont les mots hier du président Emmanuel Macron qui promet une nouvelle manière de gouverner tout en mettant clairement la pression sur les oppositions. Croyez-vous en ce changement de culture ? Pas du tout. Je suis très étonné, enfin étonné c'est une façon de parler, parce que je sais qu'il est comme ça depuis le début, par l'aspect psychorigide du personnage. C'est-à-dire qu'il a déjà, pendant 5 ans, perdu toutes les élections, le premier mandat, et il n'a rien fait. À chaque fois qu'il perd une élection, il reste. Tous ces gens-là ne disent que du bien du général de Gaulle. Le général de Gaulle, quand il perdait une élection, soit il démissionnait, soit il changeait de Premier ministre, soit il prenait la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce sont les possibilités offertes par la Constitution. Tous ces gens-là, depuis Mitterrand, la cohabitation, depuis Chirac, disent, ou depuis le référendum de 2005, je perds l'élection, je reste. Et je perds toutes les élections, je reste à chaque fois. Sauf l'élection reine qui a gagné, la fameuse élection présidentielle. Enfin bon, on entend tous les commentateurs nous dire que la France est coupée en 3. Je regrette, elle n'est pas coupée en 3, elle est coupée en 4. Pourquoi ? Attendez, quand vous dites en 3, c'est l'analyse dominante, c'est l'extrême gauche, extrême droite et extrême centre. Pourquoi cette sociologie n'est pas légitime selon vous ? Parce qu'il y a aussi un quart des gens qui n'ont pas voté. La moitié des gens qui n'ont pas voté, c'est-à-dire que finalement c'est pas trois morceaux, la France n'est pas cassée en 3 morceaux, mais en 4 morceaux. Moi je fais partie de ceux qui n'ont pas voté. C'est-à-dire que si vous prenez les gens qui ne sont pas inscrits, vous faites le total, 2 Français sur 3 ne sont pas allés voter. C'est-à-dire que tous les gens dont on parle aujourd'hui, c'est 1 Français sur 3, et ils se partagent 1 Français sur 3. Donc vous imaginez bien que Macron qui fait quoi 25% du tiers qui n'est pas allé voter. Enfin je vais me perdre si je parle des chiffres. Non, ça veut dire que la sociologie ne peut être faite si on oublie la moitié des Français qui ne votent pas. Mais c'est surtout ça le problème. C'est-à-dire que ce que devrait entendre Emmanuel Macron, c'est que la moitié des Français ne se sont pas déplacés et que les autres font semblant. Donc il y a de la politique politicienne, il n'y a que ça. On a vu ce qui a décidé Jean-Luc Mélenchon à faire NUPES là, et puis dès qu'ils ont obtenu leur plat de lentilles, on a dit bon alors on continue. Ils disent tout ça, non pas du tout. Nous on garde chacun notre petit parti et on voit comment les choses fonctionnent. C'est-à-dire c'est la catastrophe totale et Emmanuel Macron dit je ne change rien, je ne touche pas au Premier ministre. Je note, Michel Onfray, vous n'êtes pas allé voter, mais l'argument de dire cette fois ça ne sert à rien de voter n'est-il pas moins fort malgré tout aujourd'hui quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale ? Aujourd'hui, on dit que le pouvoir s'est transposé à l'Assemblée nationale. C'est faux ? Si vous n'avez pas la majorité, c'est évident que c'est un problème. C'est-à-dire, si normalement le chef de l'État a sa majorité, on peut avoir un régime présidentiel. Si le chef de l'État n'a pas sa majorité, pour le coup, on revient à la 4e République. Mais la 5e République n'aurait pas permis que le chef de l'État puisse avoir un défaut de majorité, parce qu'il aurait fallu, soit pour rester gaulliste, que Macron démissionne lui-même, remette en jeu son mandat, soit qu'il change complètement le chef de l'État, le chef du gouvernement, en disant bon ben voilà, Madame Borne me présente cette démission et bien sûr je l'accepte et je fais un gouvernement qui est en relation avec ce que le peuple me fait savoir avec les urnes. Donc je nomme Marine Le Pen Premier ministre. Ça me paraît évident. En le disant, vous savez que c'est impossible. Mais bien sûr que c'est possible. Ce sont ce que les institutions exigent. Ce que les institutions demandent, ça veut dire que si c'est impossible, si vous me dites que c'est impossible, ça veut dire qu'on a avalisé le fait que nous n'étions plus en démocratie. Si effectivement, parce qu'elle est avant Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Donc, contrairement d'ailleurs à ce qui semble être dit dans les médias et par la NUPES elle-même, Jean-Luc Mélenchon, de fait, n'est pas le premier opposant aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est-à-dire que il faut vraiment chercher pour savoir combien ont fait les socialistes, combien ont fait les communistes, combien ont fait les écologistes, combien ont fait les gens de la France insoumise, parce qu'évidemment, on préfère faire un grand bloc pour dire que Jean-Luc Mélenchon est devant Marine Le Pen. Non, il a 5 députés de moins que Marine Le Pen. Qui on préfère quand vous dites le les médias, tous les médias qui nous ont fait savoir. On a été complaisant vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, les médias qui nous disent que l'information n'est pas la moitié des gens qui ne vont pas voter. Or, c'est ça l'information. Et premier mensonge. Et deuxième mensonge, nous dire effectivement que la NUPES est en tête et que Jean-Luc Mélenchon est donc en tête. Non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas en tête. C'est-à-dire, les premiers, ce sont les macroniens, mais ça ne suffit pas, ils n'ont pas la majorité. Les premiers opposants, ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon, qui se fait photographier sur les marches de l'Assemblée nationale alors qu'il n'est même pas élu député. C'est quand même assez sidérant, avec tous ces gens qui dansent, je sais pas quoi, la lambada, en estimant que c'est formidable de danser le zouk avant d'entrer... Pourquoi cela vous a choqué ? Précisons l'image, il s'agit d'une des députées d'ailleurs non, pas une, tout le monde s'est mis à danser. Avec elle, il s'agit de Rachel Keke, cette femme de chambre aujourd'hui. Non, c'est pas elle seulement, je veux dire, il y a plein de gens qui faisaient... Autour d'elle, effectivement. 2 ou 3 personnes qui estimaient qu'effectivement c'est comme ça qu'il fallait... Ça vous choque ? Pour vous, entrer à l'Assemblée
peu, ça doit être empreint de gravité, de responsabilité. Le mot choqué n'est pas le bon. Exagéré. Il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Voilà, c'est tout. Ça me paraît manquer de décence. Il y a une représentation nationale. Tous ces gens, on a vu Garrido, la Corbière dont on parle ces temps-ci. Enfin, tous ces gens qui dansent en estimant que c'est la meilleure façon je crois pas que la meilleure façon d'honorer sa présence à l'Assemblée nationale ce soit ça. C'est plutôt la dignité, être véritablement républicain, représenter vraiment les gens, arrêter de parler de la France à tout bout de champ quand on ne parle que de soi, en disant attention, intérêt national alors qu'il n'y a que des intérêts privés particuliers. Vous dites représenter justement les Français, les gens. Quand vous regardez, Michel Onfray, la sociologie du Parlement aujourd'hui, est-ce que vous dites qu'il y a une opposition entre pays légal et pays réel? Et j'ajoute tout de suite, avant que certains ne s'en offusquent derrière le poste en nous écoutant sur Europe 1, que je ne fais pas référence à Maurras, mais c'est une référence connue qui est présente dans les Misérables de Victor Hugo. Est-ce qu'il y a cette opposition entre pays légal et pays réel? Oui, c'est moi qui ai parlé des Misérables en disant vous pensez toujours à Maurras alors que finalement l'expression même se retrouve chez Victor Hugo. Oui, c'est vraiment le cas. Et encore un troisième mensonge dans les médias, c'est-à-dire qu'on nous dit Madame Kéké est arrivée, femme de ménage, est arrivée à l'Assemblée nationale. Formidable, moi je trouve ça très bien. Ma mère était femme de ménage, je trouve ça formidable qu'on ait des femmes de ménage à l'Assemblée nationale. Mais on nous dit voilà, c'est la France insoumise. Si vous faites la même chose avec les députés du Front National, vous avez aussi des gens qui sont modestes, des ouvriers, des employés, enfin des gens qui relèvent aussi du même statut social. Mais là, on n'en parle pas du tout. Non, il n'est pas question de ça. Il faut dire que c'est tellement formidable qu'il faut que ce soit la France insoumise. Ça ne peut pas être le Rassemblement national. Et en permanence, tout ça est biaisé. Et on a un chef de l'État à qui on devrait dire, mais monsieur, démissionnez. La Ve République vous oblige à soit démissionner, soit à changer de Premier ministre. Et il dit, non, mais moi je garde le Premier ministre. Il m'a présenté sa démission, mais elle reste et personne ne bouge. Et tout le monde trouve ça normal. D'un point de vue institutionnel, ce sont des coups d'État qui s'enchaînent en permanence. Mais pourquoi cette méthode du compromis, du dialogue, de l'écoute, éprouvée dans d'autres pays européens? On peut citer l'Allemagne, on peut citer la Suède. Pourquoi ça ne serait pas applicable, transposable chez nous? Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi ça ne marcherait pas? Toujours des mensonges. C'est-à-dire cette idée que la droite... oui, parce que par exemple, les maastrichtiens de droite et les maastrichtiens de gauche font semblant de ne pas s'entendre sur l'essentiel. Encore, Michel Onfray, vous revenez encore à cette erreur pour vous, à ce traumatisme originel? Le traumatisme on a une voiture dont le moteur est cassé et on dit, on va changer le pare-brise. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent votre logiciel n'a pas changé depuis cette date, cette fracture-là? Eh ben, ils ont bien raison, parce que depuis 92, c'est le même problème. C'est-à-dire que les gens qui auraient, en 1988, reproché en Union soviétique le coup d'État de 1917, on leur aurait dit, mais vous êtes branchés sur 1917. On pourrait répondre, bah oui, parce que l'Union soviétique étant restée l'Union soviétique tout ce temps-là, le problème est resté le même. En 92, nous avons renoncé à notre souveraineté. L'affaire est réglée, c'est plié. Mais alors si je vais plus loin dans votre raisonnement, quels que soient les hommes et les femmes qui vont arriver au pouvoir, c'est la même chose, puisque vous nous dites que depuis 2005, de toute façon, on se moque de nous, et quels que soient ceux qui vont arriver, ils vont faire la même politique. Ben oui. Alors quelle est la solution? Qu'auriez-vous fait, vous? Pas un Frexiteur, il n'y avait pas un Frexiteur à la candidature au présidentiel, pas un. C'est-à-dire que, je ne défends pas Philippot, mais Dupont-Aignan, par exemple, enfin tous ces gens-là, ils n'existent pas. C'est-à-dire on ne leur permet pas de parler. S'ils existent, ils existent, mais ils existent pour pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit aujourd'hui d'être Frexiteur. D'ailleurs, si vous êtes Frexiteur, vous n'y connaissez rien à l'économie. On nous avait dit l'Angleterre s'effondrera avec le Brexit. Il y a eu le Brexit, elle ne s'effondre pas. Elle a même été capable de faire un vaccin, alors que nous, on n'était pas capable de le faire. Mais on a le droit quand même d'espérer et de vouloir pour certains Français une autre Europe. D'ailleurs, ceux qui mettent un bulletin Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, parfois sont d'accord sur une autre vision de l'Europe. Oui, mais alors là aussi, c'est encore un mensonge. C'est-à-dire, avez-vous entendu Marine Le Pen nous dire qu'elle voulait sortir de l'Europe? Pas du tout pendant le premier tour. Mélenchon non plus. Et puis quand ils se sont retrouvés, elle, au deuxième tour, et Mélenchon, quand il a voulu être élu Premier ministre, comme il le disait, alors là, d'un seul coup, on s'est mis à dire qu'il fallait faire comme si l'Europe n'existait pas, désobéir à l'Europe. Et je dis, mais allez-y clairement, allez-y franchement, plutôt que de laisser croire que le problème n'est pas là. Alors évidemment, chaque fois que je parle de Maastricht, on dit, mais on va sûrement pas en parler, Onfray, il est resté bloqué sur le logiciel de 92. Mais nous avons perdu notre souveraineté en 92. Nous ne pouvons plus faire de politique. C'est pourquoi Macron est là en train de dire, mais arrêtez de croire que vous pourriez faire une autre politique. Vous n'aurez pas le choix, je ne vous le donnerai pas, puisque de toute façon, j'ai été élu pour ça. Mais y a-t-il une solution? Est-ce que vous croyez encore au gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ou est-ce que c'est un fantasme? J'y crois comme un principe.
principe. Je crois simplement que ça n'est plus le cas pour qui que ce soit aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis que les députés, là aussi, mon logiciel est bloqué à 2005, puis il est aussi bloqué à 2008, c'est-à-dire que depuis le traité européen qui a été refusé en 2005 par le peuple et qui en 2008 lui a été infligé par les représentants du peuple qui ont voté contre le peuple, et là pour le coup les socialistes et les républicains qui font semblant aujourd'hui de ne pas s'entendre alors que finalement ils se sont bien entendus pour dire au peuple allez vous faire voir, ces gens-là pourraient s'entendre. Les républicains ils défendent exactement les mêmes idées que Macron, les socialistes ils défendent les mêmes idées que Macron, ils font semblant de ne pas s'entendre mais c'est exactement la même chose. Et donc là aussi il y a mensonge et hypocrisie, ils font semblant de ne pas pouvoir s'entendre, ils défendent le même monde depuis 92. C'est ce que vous dénoncez dans la revue, votre revue avec Stéphane Simon, Front Populaire, avec ce titre pour cette livraison, Mort de la démocratie, un peuple en trop. Vous dénoncez depuis longtemps, Michel Onfray, une sorte de populicide lent, à bas bruit, parce qu'on n'écoute pas le peuple. Mais pour certains, et notamment certains intellectuels, c'est dangereux d'écouter le peuple. Le peuple peut errer. Et on ne peut pas toujours lui faire confiance. Qu'est-ce que vous répondez vous les connaissez, à certains de ces intellectuels? C'est Bernard-Henri Lévy, c'est Luc Ferry, c'est Alain Minc, c'est... Oui. Entre Comte-Sponville, oui, tous ces gens-là qui ont toujours le même argument qui est un mensonge, encore une fois, qui est que Hitler est arrivé légalement au pouvoir. Je rappelle que Hitler n'est pas arrivé légalement au pouvoir parce que le peuple aurait voté pour lui, simplement parce que les partis n'arrivaient pas à s'entendre, notamment les communistes avec les socialistes, et que les partis ne pouvant pas s'entendre, il y a eu un deuxième choix qui a été fait par les gens qui étaient à l'époque au pouvoir et qui ont placé, c'est-à-dire les gens qui faisaient de la politique politicienne pour le coup. Ça n'est pas le peuple qui a erré, ce sont les politicards, les politiciens, comme disait le général de Gaulle. Et donc, ce sont ces gens-là qui sont problématiques. C'est-à-dire, ils disent, nous, on est légitime parce qu'on est intelligent, le peuple erre et peut errer, c'est l'expression de Bernard-Henri Lévy, mais je rappelle que le nazisme est arrivé au pouvoir avec les intellectuels derrière eux, la plupart du temps, avec la finance, l'argent, les bourgeois, la bourgeoisie, enfin, c'est pas le peuple qui a mis Adolf Hitler au pouvoir, c'est l'argent et les gens qui étaient anticommunistes à cette époque-là, qui ne voulaient surtout pas avoir des communistes au pouvoir. Donc, il faut arrêter de violer l'histoire en lui faisant dire ce qu'elle ne dit pas. Ça n'est pas le peuple qui erre, ce sont, comme toujours, les gens qui font de la politique politicienne. Ce sont Pourquoi des gens qui vous en voulez tellement à cette classe dirigeante? Mais je n'en veux pas, je fais simplement une analyse que je dirais un peu généalogique, un peu sur le principe nietzschéen. Je dis, mais comment en est-on arrivé là? Et je reviens effectivement toujours aux fondamentaux, ce que les gens appellent un logiciel bloqué, mais je dis, mais expliquez-moi comment on peut faire de la politique en France quand tout ça est décidé à Bruxelles, c'est tout. C'est-à-dire quand nos caisses sont proprement vidées parce que nous sommes un pays contributeur, que nous donnons plus d'argent à l'Europe que nous n'en récupérons, quand on n'a pas d'argent et qu'on donne le peu d'argent qu'on a à d'autres pays, et que ces autres pays, par exemple, quand il s'agit de la Pologne, quand il s'agit d'acheter des avions, ils les achètent aux États-Unis. Je veux dire, on fait une politique qui est très en faveur de l'Allemagne, et quand l'Allemagne se réarme à la faveur du conflit en Ukraine, elle achète des avions acquis aux Américains, sûrement pas à l'Europe. Elle aurait dû acheter des avions Rafale aux Français. Je me dis, mais je préfère que mon logiciel soit bloqué parce qu'il est clair. Je suis bloqué sur un logiciel qui est efficace pour comprendre ces choses-là. Vous êtes bloqué sur un logiciel, mais le pays doit avancer. Si vous étiez au pouvoir, aux manettes, Michel Onfray, est-ce qu'il y a une solution aujourd'hui? Dans cette livraison du Front Populaire, vous signez un édito intitulé « Démocratie illibérale, mode d'emploi ». S'il y avait un mode d'emploi aujourd'hui, quel serait-il? Mais revenir complètement aux institutions de la République. Je pense que cette constitution n'existe plus. On a un conseil constitutionnel où on ferait mieux de le fermer. D'ailleurs, ce conseil constitutionnel est arrêté de payer tous ces gens très cher pour nous dire qu'il faut respecter la constitution. La constitution n'existe plus. Elle a été une vingtaine de fois massacrée, dont une fois sur la question justement du souverainisme et de la souveraineté. Donc ces gens-là n'ont pas garanti la constitution. Ils ont trouvé constitutionnelle l'abolition de la constitution. Donc qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gens-là? Donc retour éventuellement, je ne suis pas candidat au pouvoir, mais retour au septennat, retour à l'élection du président de la République, évidemment au suffrage universel direct, mais avec la possibilité de le démettre avec des élections quand elles sont perdues. C'est-à-dire vous perdez un référendum, vous en allez, vous perdez une législative, vous en allez, ou alors vous changez de gouvernement. Quelle instabilité? Non, vous nous offrez un saut dans l'inconnu, dans l'instabilité chronique. Pas du tout, l'instabilité c'est la réalité, c'est le contraire que je propose. Je propose qu'on écoute ce que les gens disent, proportionnel, total, intégral. C'est-à-dire que on va arrêter de découper les circonscriptions en fonction de la politique politicienne en disant allez on vous donne celle-ci puis on vous donne celle-là puis on va la jouer au dé sur 5 ou 6 qui feront la différence. Pourquoi est-ce que c'est taillé comme ça? Vous avez vu à quoi ressemble une circonscription? Donc tout ça est fait, a été tailladé justement pour fabriquer une politique politicienne. Il ne faut pas faire de politique politicienne, il faut songer aux Français. Moi j'ai vu un reportage il y a quelques jours de gens qui ne pouvaient pas acheter des asperges et qui ne veulent pas acheter des tomates sur un marché. Ce sont des gens qui travaillent et qui disent je voulais acheter 6 tomates, je vais en acheter 5. Vous vous rendez compte
dans quel état on est, la misère, la pauvreté. Et pendant ce temps-là, Macron dit, vous avez 48 heures, l'opposition, pour vous entendre, sinon ça va pas le faire. Écoutez les gens, sans morale et sans moraline, parce que vous dites que la moraline, qui est la morale des temps sans morale, a encore de beaux jours devant elle. Oui, parce qu'on ne pense que dans ces termes-là, pas en termes généalogiques, du genre pourquoi on était arrivé là, mais c'est bien ou c'est pas bien. Donc Marine Le Pen, elle est fasciste, et puis en même temps, Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas du tout fasciste. Vous mettez pas un signe d'égalité entre extrême droite et extrême gauche? Je n'ai jamais pensé que Marine Le Pen soit d'extrême droite, j'ai toujours pensé qu'elle était d'une droite qui, j'ai l'âge de pouvoir m'en souvenir, mais qui ressemblait à celle de Chirac dans les années 70, celle de Pasqua, de Pandro, enfin qu'on s'en souvienne, quoi. Ou même, les bruits et les odeurs, pour ceux qui s'en souviendraient chez Jacques Chirac. Je veux dire, c'était un premier Juppé à l'époque. Juppé, à l'époque, souscrivait à toutes ces choses-là. Donc je pense que l'extrême gauche, elle existe, c'est pas Jean-Luc Mélenchon de la même manière. L'extrême droite, c'est plutôt Zemmour, si vraiment on veut trouver des noms. Et l'extrême gauche, aujourd'hui, c'est Nathalie Arthaud et c'est Philippe Poutou. Mais Mélenchon, il est dans une gauche radicale, et cette gauche radicale, elle se distingue surtout par son antisémitisme et son islamophobie, son islamophilie, je dirais. Vous allez beaucoup faire parler avec cela, Michel ça parlera, mais j'en ai cure qu'on parle. Je crois que je demande aux gens qui fassent la démonstration que je me trompe, ils auront du mal. Aux gens, c'est le peuple, c'est ce que vous en parlez, mort de la démocratie, un peuple en tronc. On va citer évidemment ce livre, Michel Onfray, Foutriqué, chez Albin Michel, votre dernier ouvrage, Michel Onfray. Merci d'être venu. Merci Michel Onfray. C'est moi.